j'ai jamais quitté Marseille, quoi, si ce n'est pour le voyage, tout ça. Et puis je suis né, ce qu'on appelle le cours des miracles, que je revendique comme un trésor. Et parce que souvent on dit cours des miracles de façon péjorative, ou ça peut être reçu comme de péjoratif, et moi c'est Archimède, je crois, qui a dit donnez-moi un point d'appui, je lèverai le monde, je crois que c'est lui. Moi, mon point d'appui, c'est la cour des miracles. Parce que là, je crois que ma vie de peintre a commencé là, quoi, parce que j'ai commencé à regarder cette cour des miracles où j'étais, en me disant, mais ma première question, me disant, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Alors, soit tu t'en vas, tu te dis c'est un accident, ou soit tu en tires une richesse, c'est-à-dire en te disant, enfin, il y a tout là, quoi. Et donc j'ai choisi de la vivre et de la respecter. Et plus j'avance dans ma vie, plus je me dis, c'est vraiment un trésor. Voilà, c'est tout. Et c'est pas la fausse, comment dirais-je, je veux dire, grâce à ma cour des miracles, je peux me trouver dans un palace, dans n'importe quel... et en même temps, ma cour des miracles, c'est la même chose, quoi. Je me sens aussi bien dedans que grâce à la cour. Si la peinture, c'est si facile, 1 kilo de pommes de Cézanne, ça ne coûterait pas des millions de francs. Ça, et puis après, il nous disait, dans la peinture, quand il nous voyait peindre, il faut taper des dents, il faut taper dedans. Taper dedans, c'est ne calculez pas, mais quand tu es jeune, c'est taper dedans. On était là, on l'écoutait. Et en fait, sa phrase, ces deux phrases m'ont toujours servi de, quand tu es dans le doute, que tu sais pas, ou que tu veux faire. Le plus dur, c'est de libérer. Donc, le fameux taper dedans, c'est un peu mon fil conducteur. Voilà. Et c'est vrai que quand je tape dedans, que je pense à rien, en principe, je vais sortir quelque chose qui va être intéressant. Mais si tu calcules, tu passes à côté, tu peux avoir une pensée, et bien sûr, ça nous arrive aussi. Voilà. C'est comme quand tu installes un poste au début, tu es jeune ou moins jeune, tu as envie d'avoir un beau chevalet à crémaillère, de belles palettes, etc. Ouais. Et puis tout ça, des fois, même dans ces peintures-là, des fois je peins par terre. Des fois, je ne suis même pas au chevalet, du tout. Hein. Voilà, c'est notre réalité. Quand tu es dans l'atelier, que tu sais vers où tu veux aller, ben, c'est le contraire de la peinture du XVe siècle, où c'était les plis, c'était un métier différent, tandis que nous, on est dans une autre façon de s'exprimer. Évidemment, je ne redis pas la peinture du XVe siècle, mais ça n'a rien à voir. Voilà, en fait être contemporain, si on peut, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà. Sans rêver de notoriété, voilà. Où il y a une autre phrase qui me revient, c'est de Francis Ponge, le poète qui vivait d'ailleurs à Bar-sur-Loup. Il disait, peindre c'est plus que voir, peindre c'est concevoir. Voilà. En fait, il faut dépasser, c'est pour ça que je te disais, tu as vu l'autre fois, je revenais, tu as vu, j'avais 2 croquis dans la poche. Bon, ben voilà, je me baladais, donc il faut dépasser le j'ai vu, quoi. Voilà. Et tu vas concevoir à partir de ce que tu as vu, quoi. Voilà. On était réfugiés italiens, donc on n'a pas d'école, mes parents parlaient mal français, donc on était des cancres. Enfin, on n'était pas très... Donc, on était toujours dernier de la classe. Donc moi, par contre, je sentais que j'avais quelque chose en moi. Donc je sais par le crayon, je dessinais avec même un bâton et tout, voilà, j'exprimais, c'est tout. J'ai jamais eu d'autre façon de m'exprimer que par la peinture. Je peux dire que je peins depuis l'âge, enfin, on va dire, depuis la maternelle, quoi, voilà, j'ai jamais cessé, quoi. Quand je fais un reportage, l'intérêt c'est que je rentre dans les coulisses, quoi, c'est-à-dire que, en fait, souvent je le dis dans le reportage, je suis un chercheur d'abandon, c'est-à-dire que on va dire aux gens, il va venir un peintre, peindre un peu l'usine, etc., faites-le visiter, mais comme on n'est pas pris au sérieux dans notre époque d'aujourd'hui,
15e, les peintres, c'était... Et nous, on est maintenant au bas de l'échelle. Et le fait d'être au bas de l'échelle, ça nous a donné une certaine liberté. Les gens sont sensibles à une caméra, un appareil photo, tu arrives avec un truc pour la télé, alors on n'en parle pas. Et nous, on nous a oubliés totalement, quoi. Alors le peintre, il paraît pas sérieux. Et donc le fait de ne pas être pris au sérieux, ça nous donne une liberté extraordinaire parce que les gens ne font pas cas de nous. Et là on peut aller à l'authenticité et donc les coulisses. Et moi là, j'aurai un témoignage, je peux peindre un bureau, un ordinateur, tout ce qui paraît complètement pas poétique, nous on peut le rendre poétique. Et ça, je pratique depuis on va dire 1975, 1976, le reportage. Alors j'ai fait le reportage pour l'EDF, dans les tranchées, le métro, des mariages, des bateaux rentrés, enfin les croisières, il y aura à Monaco, le Bol d'Or, le Grand Prix de France, sur l'équitation, tous les événements sportifs, ballon. Zidane, je lui ai dit, il est venu nous chercher à l'aéroport. C'est un homme d'une simplicité qui vous interpelle immédiatement. Donc, il ouvre la portière, enfin, moi je suis derrière, et puis il y a José Bray qui est devant. José Bray connaissait donc Zidane. Et puis dans le rétroviseur, enfin, à un moment donné, José Bray, après, il dit avoir le fait à la Claude Lucas, enfin, tout ça. Et Zidane me regarde dans le rétroviseur et il me pose une question. Alors moi je lui dis, excusez-moi monsieur, mais moi là en ce moment ça me paraît surréaliste d'être assis dans votre voiture, vous pilotant, je suis en train de penser à mon fils qui ne peut pas imaginer que je me retrouve avec Zidane, tout ça. Bon, je dis donc je ne peux pas vous répondre, je suis trop dans le côté un peu surréaliste. Bon, ça c'est la première réponse. Et lui, il a des yeux particuliers, et il me dit je vous comprends, c'est tout, quoi. Et puis nous allons au lieu où, parce qu'à Madrid les joueurs des appartements ils sont cadrés, quoi, je veux dire. Et donc on va chez lui où il n'habitait plus, mais c'était encore chez lui, puis ça avait clé, tout ça. Et on rentre, et là on était tous les trois. Et moi évidemment, ne comprenant rien au football, je parle à l'homme, quoi. Je lui dis ce que je ressens, et puis je donne un témoignage de comment nous il est perçu, enfin, etc. Je donne quelques témoignages. Et il était très, très à l'écoute, quoi. C'est un homme qui a une capacité d'écoute qui est extraordinaire. Et quand j'ai eu fini, il me dit, je vous remercie de ce que vous m'avez dit, parce qu'il me semblait entendre mon père. En fait. J'étais touché, quoi, de ça. Et puis c'est tout, voilà. Mais pour moi, c'est du grand. Et je ne mets pas le foot en parallèle du tout, quoi. Et le personnage est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, quoi. Voilà, c'est des personnes qui naissent avec qui sont je sais pas, intérieurement très très différents. Et voilà. Et la preuve, c'est qu'il a pu traverser. C'est un homme humble, quoi. Mais il faut se dire, si on a la chance de rencontrer une fois, il faut s'arrêter là, quoi. Je veux dire, je l'ai vu, moi. Un jour, je l'ai revu ici, à Cour-des-Sons Nord, là. Je ne me suis pas senti intérieurement d'aller le voir et de lui dire, vous savez, on s'était vu à Madrid, etc. Je garde intact cette rencontre et le rencontrer à nouveau, ça ne me chercherait pas du tout. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'une rencontre, ça suffit, quoi. Pas besoin dès qu'on la rend confortable, on perd le. Voilà. Et donc, si j'ai rencontré Zidane, c'est de lui qu'il faut parler, pas de moi. Après, il y a ceux qui refusent. Alors, tu rentres dans un bureau, je pouvais peindre un porte-manteau, parce qu'une veste accrochée sur un porte-manteau, il
faut avoir une poésie extraordinaire qui expliquait tout, quoi. Tu sais, le PDG qui enlève sa veste. Et voilà, le reportage, c'est intéressant parce que les gens s'abandonnent et que tu restitues une image qu'eux-mêmes méconnaissent, quoi. Parce que souvent, je me réfère à un vers de Baudelaire s'adressant à une femme, enfin, peu importe qui s'adresserait, mais il dit « Tu es belle d'abandon ». Donc voilà, donc la beauté pour tout chaque individu, c'est l'abandon. Voilà, donc le reportage, j'ai fait toutes sortes de reportages, les pétanques, le concours de boule à Marseillaise, le mondial à Marseillaise, je sais pas, je l'ai fait au moins 15 fois. Je me balade dans les allées, et là tu restitues des attitudes extraordinaires. D'abord, merci à la France. Hein, moi, je suis très respectueux, je suis heureux qu'ils aient accueilli mes parents et nous, donc je reste intimement reconnaissant à la France, c'est une réalité. Donc ce que je dis pour mon père, c'est que mon père, il était embauché 2 jours chez les dockers, on savait qu'on mangeait pendant 3 jours ou une semaine, quoi. Voilà ce que je veux dire, mais il n'était pas docker de métier. Les dockers, quand il y avait tant de bateaux qui arrivaient, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Alors, de temps en temps, ils étaient à une grille, j'avais cette image, ils allaient à une grille, ils attendaient. Alors, on disait, toi, voilà, tu étais embauché comme ça. Puis, je vais vous faire un petit parallèle. Chaque année, sur la place de la Bourse, là, à Marseille, où maintenant il y a des immeubles, des centres commerciaux, c'était un terrain pratiquement vague, et le Luna Park, on n'appelait pas Luna Park à l'époque, on ne parlait pas encore des mots anglais, on disait la foire. La foire. Et la foire, c'est les grands 8, les stands, les auto-tamponnaises et tout. Et mon père, comme il était très adroit pour le tir, il allait tirer, et alors au lieu d'avoir aujourd'hui c'est des nounours, des trucs, voilà, 5 kilos de sucre, c'était une boîte de petits pois, etc. Et là, mon père, quand il y avait la foire, ben, il nous ramenait à manger. Et depuis, je veux dire, presque 20 ans, je veux peindre les docks, et c'est très difficile, c'est un milieu très fermé. Et pourquoi je voulais peindre les docks? C'est que nous, on était famille nombreuse, donc pas de travail, et on était 6 enfants, et tous les immigrés italiens, en plus les Italiens ont vu la guerre de 39, puisque les Italiens s'est mis un peu avec Hitler, donc on n'était pas trop aimés, quoi, ici, hein, c'est certain. Et donc, à l'époque, les dockers, c'était source de... On allait se présenter sur le port, et on pouvait travailler une journée, etc. Et donc mon père le faisait. Et quand il était embauché une journée, ça ramenait des pâtes à la maison, et on pouvait manger. On ne mangeait pas tous les jours à notre faim, toujours sans faire de misérabilisme. Parce que chez vraiment les pauvres, on ne parle pas. Ni on fait de nous les envieux, ni on se plaint. Voilà, ça n'existe pas. On ne parle pas d'argent. Quand on est vraiment pauvre, on est riche, quoi, par comportement. Donc les dockers, pour moi, tout jeune, c'était quelque chose d'important, parce qu'on pouvait, sans être... comme aujourd'hui, tu es en entreprise, tu es embauché pour 5 heures, 6 heures pour vider un bateau. Donc les dockers, je ne sais pas si maintenant ça fonctionne encore comme ça, mais je pense que si. Donc si tu avais quelques heures chez le docker, ben, ça faisait manger tes enfants, etc. Donc je garde le souvenir, pour moi, le docker, c'est important, quoi. Et donc l'image qu'on a de maintenant, ben, je voudrais un peu expliquer que d'abord il y a toujours de l'humanité sur les quais. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de manuels, ils ont des accidents, c'est un milieu très dur, ils sont confrontés quand même à des bateaux de toutes les origines, il y a des confrontations d'hommes, quoi, très viriles au sens noble du terme, et pas tout le monde a ce profil-là. Donc il faut savoir que Marseille est une ville aussi quand même dure, quoi, et que j'allais dire, pas tout le monde peut être, pour faire un parallèle, pas tout le monde peut être chauffeur de taxi à Marseille, quoi. Il faut avoir il y a certains métiers, il faut avoir quand même une trempe, quoi, voilà. Donc les dockers représentent encore ça, et
puis on a perdu, je crois que si on perd le souvenir de... Marseille était le premier port de France pendant longtemps, quoi, manutention et tout. Et les dockers ne sont pas responsables de la modernité. Hein. Avant c'était des milliers de dockers, maintenant plus, parce que la machine a remplacé l'homme, ça n'a rien à voir avec eux. Quand on dit qu'ils ont tué le port, c'est une image, comment dire, c'est un raccourci stupide que de dire ça. Voilà, parce qu'en fait ce qui tue les choses, c'est la modernité, on fait avec, il faut être de son temps. Donc, il y a beaucoup de l'automatique maintenant, mais il reste toujours du manuel. Et la preuve, c'est qu'ils ont des blessés. La semaine passée, il est tombé un conteneur qui s'est décroché. Il n'y a pas eu de blessés, c'est une chance. Mais 3 jours avant, il y en a un qui s'est fait fracasser, qui a été coincé. Et voilà, je ne sais pas s'il est mort. Voilà, donc tout ça, il faut le rendre à César. C'est encore un métier qui a une certaine noblesse et il faut être là-bas pour le comprendre. Mais eux, ils ne se mettent pas en avant par contre. Tu as vu que c'est difficile, ils ne veulent pas qu'il y ait de femmes, etc. Il reste, c'est un milieu encore très, je sais pas, ils sont assez secrets. Et moi, c'est un souvenir grâce à eux, grâce au port, grâce aux dockers, quelquefois on mangeait. Quand je leur ai dit, il a fallu passer comme un concours d'entrée, hein, malgré tout, quoi. Peut-être sympathique, mais empreint d'une solennité, d'un sérieux. Ce qu'on négociait, ils se demandaient ce que je voulais faire, quoi. Et alors, j'ai dit, écoutez, moi je préfère m'exprimer par la peinture. Alors, mais il m'a dit, non, mais nous, on veut que vous écoutez. Et donc, je leur ai parlé, comme on fait là. Et c'était extraordinaire, parce que, attention, c'était une réunion, tous les dockers, là, une locale à moitié de celui-là, mais tous comme vous, là, des costauds, tout ça. Alors, ils m'écoutaient avec... donc, moi, j'étais un peu impressionné, puis je leur ai dit, bon, vous savez, je ne suis pas un orateur, hein. Et puis je développe. Et quand j'ai eu fini, ils m'ont dit, bah, pour quelqu'un qui n'est pas orateur, et ils me disent, ben, c'est bon. Alors il y en a un qui s'est levé du fond de la salle, costaud, là, et il est allé chercher ça, voilà, et voilà. Là, puis il est revenu avec ça. Voilà. Et en fait, comme si j'avais réussi un examen, ils me donnaient l'écharpe de docker, le truc, la CGT, parce que ça, voilà. Donc, Marseille, Sénégal, CGT, et puis le chapeau. Voilà, j'étais reçu dans la confrérie. Donc, c'était très touchant comme moment, quoi. Voilà, et puis surtout, ils m'ont assuré, j'ai dit, moi, je veux rester libre, je ne vais même pas ni régler des comptes, ni rien, je veux témoigner, et puis, si je rends témoignage, après les gens rentreront dans les tableaux et font ce qu'ils veulent, quoi, voilà. Voilà mais ça a été un grand moment, parce que même après, on a eu une deuxième réunion, mais pas avec les dockers, mais qu'un docker, on est allé voir ceux qui gèrent les entreprises, les patrons, mais alors le côté patron, quoi. Et lui-même, il a dit, il y a 10 ans, vous n'auriez pas pu rentrer là. Oui, donc c'est un milieu très... Il n'aurait pas permis qu'on fasse un reportage. Il y a 10 ans, ça aurait été impossible. D'ailleurs, chaque fois que j'ai tenté, on m'a refusé. Voilà. Quand je leur ai dit, il a fallu passer comme un concours d'entrée, hein, malgré tout, quoi. Peut-être sympathique, mais empreint d'une solennité, d'un sérieux. Ce qu'on négociait, le métier qui se transmettait, comme les mineurs, de génération en génération. Alors, péjorativement, on peut penser que, ouais, ils se gardent la part du gâteau, ce n'est pas vrai, il faut avoir l'esprit, donc, c'est un esprit, quoi. Voilà, c'est ce qui fait les corporations, encore une fois, au sens noble du terme, quoi. Mais maintenant, c'est vrai qu'ils sont impressionnants, qu'ils sont... Et voilà, ça c'est clair, on peut les voir de façon négative, mais je crois qu'il vaut mieux avoir un regard positif et à se dire que parfois ils accomplissent des tâches
encore actuellement, quand il faut décrocher les conteneurs, et ils peuvent les soulever avec les grues, etc. Mais pour enlever c'est des goupilles qu'on appelle, enfin, quand ils sont entassés les uns sur les autres, c'est manuel ça. Ça ne sera jamais automatique. Donc il faut y aller là. Voilà, d'où des fois les accidents, ils tombent. Voilà, non, il faut. Et puis quand on voit sur le port, on s'aperçoit que c'est un milieu impressionnant et hostile par la masse de ce qu'ils reçoivent, de ce qu'ils doivent faire, et puis aussi une certaine tristesse quand on voit, on a encore des réminiscences du passé par des grands hangars qui sont à l'abandon, alors là c'est triste, c'est même pour les dockers, parce qu'ils savent qu'il y a eu la vie avant, tout ça, et là quand ils parlent, enfin quand on le voit et qu'il nous en parle, on sent quand même qu'il y a une émotion. Donc c'est un hommage au travail manuel, à celui qui travaille, même s'il travaille dans des conditions difficiles, je crois qu'il reste attaché, et c'est le comment je peux dire, c'est la valeur de l'homme. La valeur de l'homme, elle n'est pas toujours exprimée de façon lucrative. Quand on voit un docker attaché qui voit ce hangar, il dit avant il y avait la vie, avant on était des milliers, maintenant on n'est plus que 600. Il ne faut pas voir que le côté revendicateur, le drapeau, on sent vraiment qu'ils ont c'était une famille. Le mot pour moi a une importance extraordinaire, parce que dire un mot, on se soucie peu, quelquefois, de savoir si ce mot a été compris par le sens que tu lui donnes. Quoi. Hein, mais mettons, on va dire j'aime, mais ça ne suffit pas. Dire j'aime ne veut pas dire savoir aimer. Donc quand j'écris un mot, encore une fois, je prends un poème et je prends quelques mots clés de ce poème. C'est pour aider l'autre à être cherchant, quoi. Je ne veux pas affirmer, ni dire, voilà, mon côté intellect me fait lire Pessoa ou Baudelaire, etc. Je ne peux pas étaler une culture littéraire. Simplement, de la façon dont je vais le mettre en place, c'est pour permettre justement à tes chercheurs de dire mais qu'est-ce qu'il a écrit là, etc. Et être un peu un petit fil conducteur qui va faire que la personne se dit ah bon ben tiens mais alors la Pessoa a dit ça, ben, peut-être on va ouvrir le livre. Alors pourquoi je fais ça? Ce qui m'a donné cette idée, je ne suis pas le seul, depuis la nuit des temps on écrit des mots. Mais par contre, je défends beaucoup les jeunes, quoi, parce que quand on vous accuse les jeunes de ne pas lire aussi, là, enfin, etc. Je lis Le Monde parce qu'il y a des reportages qui m'intéressent, tout ça. Bon, ça n'a rien à voir, ni politique, ni rien. Et souvent, je vois des articles, je me dis, ça, pour les jeunes, ça serait extraordinaire. Mais quand tu le donnes à un jeune, il fait l'expérience, tu vas lire, et au bout de 3 lignes, il s'arrête parce qu'on ne sait pas aller à l'essentiel. Le journaliste se croit, il veut décrire en montant les escaliers, la tapisserie, etc. Bon, pour un littéraire, c'est bien, mais pour un jeune qui veut, lui, s'il n'a pas l'habitude de lire, il s'arrête en route, quoi. Donc on ne peut pas accuser le jeune, il faut l'aider à voilà. Alors souvent, des fois je prends des textes, un article, etc., je le mets sur une toile, et pour qu'il y ait cet intérêt. C'est comme quand je chantais des fois à des jeunes, je chantais du Brassens en rap, quoi. Ou du Moudier, ou du... Alors ils me faisaient, oh monsieur, c'est méchant ça, c'est méchant. Je disais, non, mais c'est pas de moi, c'est de Jacques Brel ou de Brassens. Eh bien, il suffisait de donner ces textes façon rap pour qu'il y ait une curiosité. Alors le mot, sans prétention, c'est pas pour moi que j'écris des mots, c'est pour être peut-être un petit lien. Parce que je me suis toujours aperçu
dans ma vie, et en étant toujours dans les coulisses, que souvent ça tient à rien, quoi. Ça tient à ce petit mot qui n'est pas entendu ou qui est mal dit. Voilà, donc le mot, l'écriture, ça reste, je crois que c'est mon fil conducteur depuis tout petit. À 7 ans, j'étais autonome. 7 ans. Et je faisais ce que je voulais à 7 ans. Et ce qu'on appelle les artistes. Enfin, moi, je refuse ce mot. Hein, mais tous les gens qui sont un métier de l'art, qui s'expriment, soit par la musique, la photo, la chanson, etc. Disons que c'est pas qu'on soit mieux que les autres, mais on a une sensibilité, je ne trouve pas le mot, mais enfin, on est un peu vite pris par, pendant un moment. Bon. Alors, et là, j'avais rien, j'avais pas les moyens de peindre des toits, de la peinture. J'avais des crayons en couleur, j'avais un carton, enfin un petit cahier de feuilles à dessin. Et tous les jours, sur l'émotion, j'ai dessiné, comme moi, j'avais allé aux États-Unis ni rien, j'ai dessiné là-dessus, quoi. J'ai colorié, tu vois, et j'ai fait 11, c'est un hasard, j'ai fait 11 dessins. J'en ai pas fait 12 parce qu'à 11, j'avais plus rien me venait, voilà. Quand il y a des événements, la guerre, tout ça, quand il y a eu la guerre en Yougoslavie, eh bien, j'ai fait des peintures très fortes là, parce que j'étais. Et après, j'ai décidé de partir. Je suis allé à pied jusqu'en ex-Yougoslavie pendant la guerre. J'ai fait un convoi de mots d'amour. J'ai apporté des mots d'amour. Parce que chaque fois qu'il y a la guerre, on dit envoyer des colis, des conserves, des pulls. J'ai dit tiens, pourquoi. Alors, je suis revenu au mot. Il suffit d'un petit rien pour que l'homme s'exprime. Mais on nous empêche de nous exprimer, tout en chacun. Je n'ai même jamais pensé à un métier. Je savais que j'étais né pour peindre, mais sans savoir, sans me dire je serais peintre, quoi. Comme un métier ou comme une notoriété. Je dis c'est mon moyen d'expression, j'en ai pas d'autre. Voilà, si je dois, quand je voyage, je ne parle pas anglais ni rien, mais hop, avec un crayon, je me fais vite comprendre. Voilà, bon, c'est tout. Et comme justement je n'avais pas de matériel non plus, pour ça que ni je trace, ni je dessine avant, je peins direct au pinceau. C'est le pinceau, ça. Voilà. Mais c'est pas que je sois différent des autres, simplement quand tu n'as pas, quand tu es pauvre, la pauvreté est une vraie richesse. Voilà. Mais il ne faut pas le démontrer comme du misérabilisme, etc. Si tu n'as pas quelque chose, tu es beaucoup plus inventif, c'est la vérité à la palisse. Là, tu veux te débrouiller, tu vas dans le désert, tu es coincé, etc. Parce que ça ne repart plus, tu vas arriver, t'en fais pas que tu veux ton cerveau. Le confort nous nuit, quoi. Donc moi, j'avais pas de confort, j'en ai fait une force. Voilà. Mais c'est pas que je sois mieux que les autres. Parce que certainement, si j'étais dans le confort, j'aurais fait pareil, hein, pas de raison de me casser la tête. Tandis que moi, j'ai toujours regardé ça, et toujours actuellement, j'aime bien avoir faim, avoir soif, je ne veux pas de sécurité. Mais c'est pas de ne pas vouloir la sécurité, ce n'est pas, comment dirais-je, du discours intellectuel, c'est que dans ma nature, par ma propre nature, si j'ai du confort, je ne suis pas bien. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais vraiment pas bien. Donc voilà, il ne faut pas confondre, quoi. Je ne me sens pas à l'aise, ni dans une maison, dans un confort. Je vis très très simplement. Très très simplement. Ouais. Je ne veux pas réussir parce qu'en fait, le seul héritage que je laisse à mes deux fils, je dis, si un jour on vous parle de moi, que je dis, vous zappez tout, la seule chose que je vous laisse un héritage, que j'ai compris que pour réussir sa vie, il fallait la rater. Donc j'ai raté la mienne.